Créer une école, c'est hyper dur, puisqu'en fait celui qui est là depuis le plus longtemps gagne, car il a le plus de légitimité, le plus d'historique, le plus d'alumni, le plus de reconnaissance. Mais en fait, au départ, je me faisais jeter par des terminales, ça m'envoyait des messages en me disant t'es un scam, une aventure qui se construit année après année. Où est-ce qu'on se lance? Il me dit tu sous ma pique, je viens de dîner avec un partenaire de chez Rothschild. Si tu veux, on s'en reparle d'ici quelques mois. Moi, je peux vous accompagner. Salut Simon. Salut. Merci beaucoup de venir nous parler de Wade dans le podcast des étudiants entrepreneurs. On dit Wade? Ouais, on dit Wade. Merci de l'invitation. Tu as 25 ans, tu as fait HEC. En 2019, tu rentres chez HEC après 2 ans de classe préparatoire. En parallèle de ta première année, tu fais une licence d'économie à la Sorbonne. Exactement. Tu fais également un double diplôme HEC Polytechnique. À HEC, tu rencontres David Cole, qui est ton professeur d'économie et qui est maintenant ton associé dans l'aventure. Exactement. Enfin, pas exactement. Ah. Je le rencontre en prépa, mais Okay. C'était mon prof en prépa. Tu es passionné de planche à voile. Ouais. Et Wade, c'est donc un programme éducatif qui regroupe une dizaine de personnes, des professeurs de prépa, des salariés de grandes entreprises, aussi d'anciens sportifs comme Florence Ardouin qui a été 10 ans en équipe de France. Comment tu vas, Simon? Eh ben écoute, au top, comme un lundi. Mais j'espère que j'ai bien décrit. Ouais, carrément. Wade, c'est plusieurs choses. C'est effectivement une classe prépa. C'est un programme bachelor, enfin post-bac pour les étudiants sportifs et artistes. Aujourd'hui, dans l'équipe, on doit être une trentaine à peu près. Et donc, ouais, ça va bien comme un lundi. Prêt à démarrer la semaine et dérouler tout ce qu'on a à faire. Super. Est-ce que tu peux nous raconter cet événement, ce fameux dîner qui a fait que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? L'histoire donc démarre en 2021. Moi, je suis en césure, donc je suis en stage. J'ai fait donc mes 2 ans à HEC sur le campus L3 M1 après 2 ans de classe préparatoire. Et moi, j'étais rentré à HEC avec la volonté d'être entrepreneur, mais sans passion plus que ça. Je me disais tiens, c'est ce que je veux faire, etc. Mais je suis pas du genre à. Je réfléchissais pas à la boîte que j'allais monter en mangeant mes céréales le matin. Et de fait, l'histoire a fait qu'avec le Covid notamment, je me suis orienté vers la finance. Donc j'étais en stage en finance, en fusion-acquisition. Je détestais ça. Et à chaque fois que je voyais souvent mon ancien prof d'éco, on prenait des bières une fois tous les 6 mois. Et donc on se voit, on discute un peu de ce qui va bien, ce qui va pas aussi sur le marché des prépas, le marché de l'éducation au sens large, etc. Et donc moi je suis dans ce stage, je me fais chier, c'est horrible, enfin j'aime pas du tout, pour diverses raisons. Et je lui envoie un message en lui disant bon, est-ce qu'à chaque fois qu'on se voit, on parle de ce qu'on pourrait faire ou est-ce qu'on se lance? Il me dit tu sous ma pique. Je viens de dîner avec Pierre-Henri, qui est Pierre-Henri Chapaz, qui est un partenaire de chez Rothschild, qu'il a rencontré par hasard et à qui il a commencé à dire tiens, j'ai une idée à la tête. Pierre-Henri lui a dit écoute, si tu veux, on s'en reparle d'ici quelques mois quand tu as quelque chose de solide et moi je peux vous accompagner. Et donc je vois David, il m'explique ça et je dis écoute, top là. Et donc là, on se met à faire DEC, BP, etc., toutes les présentations diverses et variées. On revient voir Pierre-Henri, on va voir d'autres gens. En gros, on fait une petite roadshow auprès de Business Angel. On lève des fonds pour amorcer toute cette histoire. On trouve de l'immobilier, on recrute l'équipe de profs et on annonce du coup le lancement en juin, mi-juin, pour une rentrée en septembre, ce qui était un peu le rush. C'était un été un peu costaud. Du coup, voilà comment ça s'est passé. Donc moi, j'enchaînais en fait toute l'année, j'étais en stage jusqu'à fin août. Donc c'est vrai que c'était un peu sport de faire ça en parallèle de stages, qui plus est des stages assez intenses en termes d'horaire. Ah oui. Et comment tu as su que c'était le bon moment justement de te lancer alors que tu n'avais pas encore fini tes études et tu t'es lancé quand même avec ce professeur? En fait, je me suis juste
posais zéro question. Ok. Fallait y aller, j'avais le sentiment qu'il fallait y aller, d'autant plus que lancer une prépa en 2022, c'est pas, les études de marché, disons, vont pas dans ce sens-là. Euh, donc c'est vraiment par conviction, en se disant, allez go, le projet est cool, franchement j'y crois, et donc ça va le faire. Et donc je me suis pas posé 1000 ans en me disant tiens, est-ce que c'est le bon projet? Est-ce que l'étude de marché montre que la taille de marché adressable est optimale, etc., etc. On a juste dit go, on y va. Donc la réflexion, elle était pas très longue. Mm. Et après, moi, en fait, le fait que je sois étudiant et cette association entre David et moi, David étant été prof plus de 20 ans et moi donc étudiant, j'avais 22 ans à ce moment-là, 23 ans, 22 ans. Moi en fait j'avais un intérêt à être étudiant dans le projet. Là où c'est particulier, c'est que du coup ça fait que moi je suis assez proche des étudiants en termes d'âge, en termes de perspective, et donc je pouvais me dire je suis à une place dans laquelle je peux réfléchir à la manière dont j'aurais voulu de manière optimale vivre ma classe préparatoire. Donc, euh, donc il y avait aussi un intérêt à le faire jeune. Comment tu as testé ton idée, la classe préparatoire comment La vous... classe préparatoire, on a rien réinventé, hein. Tu vois, là, on est dans une salle, c'est des tableaux à craie, des chaises, des tables. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait juste commencer en faisant les choses mieux. Euh, donc, en fait, avec des ajouts incrémentaux sur ce qu'on va faire en dehors de la salle de classe, le mode de fonctionnement, mais aussi la pédagogie, les profs, l'engagement. Mais on n'a rien disrupté, tu vois, en tant que tel. Genre, peut-être disons que le truc le plus disruptif, ça va être d'avoir mis Slack en interne, quoi. Genre, c'est pas non plus, c'est pas non plus un truc de fou. Comment j'ai testé après l'appétence sur ce qu'on proposait? Bah ça, de hard way, hein. C'est-à-dire, j'ai passé mon été à appeler des gars en prépa, au lycée, passer dans des lycées, distribuer des tracts, enfin, et dire voilà, hello, on existe, on est nouveau. Euh, c'est un choix particulier parce que la prépa, du coup, c'est quelque chose que tu fais post-bac ou potentiellement après une cube. Donc, quand tu passes les concours au bout de 2 ans, que tu n'as pas ce que tu veux retenter. Donc, on avait eu aussi des cubes la première année puisque c'est plus naturel de changer de prépa à ce moment-là. Mais c'est quand même un engagement à la fois monétaire, puisque nous on est une prépa privée, donc payante, et temporelle. Donc en fait, les gens te donnent entre 1 et 2 ans de leur vie. Et donc en fait, c'est absolument pas naturel de faire ça pour un acteur qui existe depuis 10 jours, ce qui était notre cas au moment où on s'est lancé. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus? Ça, c'est une grande question que je me pose parfois. Je me demande si j'aurais fait la même chose. Globalement pour les profs, qui en fait étaient des profs aguerris dans leur matière, chacun reconnus très souvent, et donc en fait qui constitue une réassurance du fait que oui, certes, la structure n'existait pas, mais en fait l'équipe qu'on a composée a déjà fait ses preuves par ailleurs. Bah justement, comment tu as convaincu ces professeurs de venir enseigner chez Wade? On me pose souvent la question en disant ah ouais, vous payez super bien, du coup vous les avez débauchés ailleurs. Pas vraiment en fait. Enfin, on paye bien évidemment parce que tout bon travail mérite bon salaire. Je pense que une des raisons pour laquelle ils sont venus, enfin partis d'ailleurs, venus et restés, c'est notre manière de travailler et l'approche qu'on a. C'est-à-dire qu'en fait, nous, l'approche pédagogique, c'est des petites classes, un retour à plus d'individualisation de l'enseignement, une approche de la pédagogie qui est vraiment très ouais, individualisée pour eux, ce qu'ils apprécient énormément, plutôt que d'être face à des classes de 50, 60, comme ça peut être le cas parfois dans d'autres classes préparatoires. La manière de bosser aussi, et l'état d'esprit qu'on essaye d'insuffler à tout le monde, aux étudiants, à l'équipe, au projet. Et donc en fait, ça leur plaît beaucoup. Il y en a, je sais, qui ont le sentiment, après 40 ans d'éducation nationale, parfois même à la retraite de l'éducation nationale, des professeurs de classe prépa qui ont fait toute leur carrière là-dedans, qui ont en fait ce sentiment de participer à une start-up. Alors je ne me définis jamais comme une start-up parce que en termes de positionnement, c'est mieux de positionner comme école. Donc on a un positionnement, enfin un mode de fonctionnement qui est plus similaire à une PME qu'à une start-up. Mais du coup, en fait, pour eux, c'est génial d'avoir cette nouvelle, ce nouveau regain d'enthousiasme, de manière de travailler, de complète liberté. Parce qu'ils ont une complète liberté et autonomie dans leur salle de classe. Il n'y a absolument pas de... Tu vois, quand je dis on est 30, c'est assez agréable pour moi parce qu'en fait, je peux te dire j'ai 30 personnes dans mon équipe et en même temps,
j'ai quasiment personne à manager, parce qu'en fait, c'est que des indépendants dans leur classe, disons, qui sont maîtres de eux-mêmes et de ce qu'ils font. Tu t'es retrouvé avec des professeurs qui avaient de l'expérience, j'imagine, et tu as dû t'occuper de tout ça. Toi, en parallèle de tes études, quels ont été tes principaux défis dans l'aventure? Hum, alors, ils sont complètement multiples et différents, évidemment. Moi, je suis DG du coup de Wade, donc en fait, je m'occupe de toute la partie admin, enfin, en fait, toute la partie de faire en sorte que la machine soit bien huilée en dehors du pur produit, à savoir les cours. Euh, donc, il y a évidemment une énorme courbe d'apprentissage bien raide pour moi sur tous les points. Déclarer toute une équipe à la mutuelle quand on n'a jamais soi-même eu de mutuelle, ça reste un gros step. Donc tout ce qui est compta admin, etc., c'était pas la partie la plus fun. Il y a eu toute cette question aussi de l'âge et de la légitimité par rapport à l'âge. Il se trouve que la première année, on a eu quelques adaptations vis-à-vis de l'équipe. Et donc moi, je me suis retrouvé parfois dans la situation de devoir demander à un prof, dire à un prof qu'on allait finalement pas travailler ensemble au bout de quelques semaines, notamment au lancement. Ce qui n'est pas confortable évidemment quand quelqu'un qui a 2 fois ton âge et que tu dois lui expliquer pourquoi ça ne va pas le faire. En même temps, c'est formateur, mais la face nord de la formation, quoi. Vraiment, la pente était raide. Donc ça, au niveau également du positionnement, j'en sais rien, après tout simplement des parents. En fait, alors on est 2 avec David, donc ça fait un bon binôme, mais parfois on sait qui envoyer en fonction des interlocutions, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir un directeur qui potentiellement est plus jeune que leur premier enfant, etc. Donc ça c'est aussi souvent intéressant de voir les réactions des gens quand ils découvrent mon, mon- mes joues imberbes. Et pourquoi tu as dû dire à ce professeur qu'il n'était pas pris? Parce que tu as fait les entretiens des professeurs? Non, en fait, c'est pas exactement passé sous forme d'entretien. Lui, en fait, c'était un professeur de langue avec qui on a commencé l'année. Euh, et en fait, on s'est vite rendu compte qu'il n'était pas aligné au niveau des exigences et de l'intensité qu'on voulait donner à nos cours. Et donc, en fait, tout simplement, comme il s'agit jamais de manager les profs, genre ils font vraiment ce qu'ils veulent dans leur classe, mais en revanche, effectivement, on s'est vite rendu compte qu'il n'y avait pas d'alignement au niveau de la qualité pédagogique et de l'engagement. Et du coup, au bout de, mais ça a duré 2 semaines et demie, on n'était juste pas d'accord sur la manière de faire. Donc c'est comme ça qu'on s'est séparés. Mais c'était pas, il n'y a pas vraiment d'entretien, parce que déjà c'est un tout petit monde. L'équipe, en fait, en réalité, c'est David qui l'a constitué de son réseau de profs qu'il avait pendant X années. Donc, on ne peut pas passer des entretiens de recrutement à des profs. En tout cas, enfin, on l'a fait par la suite parce qu'on a beaucoup de candidatures, peut-être, j'en sais rien, 1 à 2 par semaine de profs qui voient notre projet passer, je pense, sur LinkedIn, etc. ou autre, et qui trouvent ça intéressant et donc qui postulent. Sauf qu'en fait, nous, par définition, notre équipe, elle est complète et elle n'est pas extensible à la marge. Enfin, à la limite, un jour, on ouvrira une autre classe, on aura besoin de tous les profs d'un coup, mais ça marche pas comme ça. Donc on a visiblement un intérêt de la part des profs Oui. pour le projet, ce qui est assez chouette. Mais on ne fait pas passer l'entretien. Sur LinkedIn, j'ai vu que tu utilisais l'infolettre. Ouais. Tu faisais une newsletter. Pourquoi tu utilises une stratégie de personal branding? J'ai commencé ça du coup il y a 18 mois à peu près. Donc ça fait donc 2 ans aujourd'hui que Wade existe, 2 ans et quelques semaines qu'on a déposé les statuts, 2 ans qu'on s'est lancé. Et assez vite, j'ai commencé au bout de 6 7 mois à publier sur LinkedIn. Je le faisais évidemment pendant les premiers mois avec le compte de Wade tout simplement. Et puis d'une manière hyper pragmatique, j'ai observé que quand je publiais en mon nom propre, je faisais x10, x15 en termes de reach, d'engagement, etc. Et donc j'ai basculé l'entièreté de la communication sur LinkedIn quasiment en fait sur mon compte. Donc après je repartage avec Wade. Parce qu'en fait ça intéresse beaucoup plus les gens, tout simplement. Quand c'est Simon qui leur parle, plutôt que quand c'est une prépa qu'ils connaissent même pas, qui leur raconte des choses. Et donc en fait j'ai commencé à publier de plus en plus intensément. Là ça fait peut-être 8 10 mois que je publie de manière quotidienne. Donc en fait ce qui se passe c'est que lundi matin, après
Après cette discussion qu'on a, je vais me prendre 45 minutes, 1 heure, et je vais rédiger mes posts pour la semaine que je vais programmer. Et en fait, la stratégie est assez claire, c'est que donc déjà c'est un avantage comparatif par rapport à tous les concurrents. C'est-à-dire que personne ne fait ça. Donc en fait, si personne ne le fait, si je le fais, j'ai un avantage par rapport à eux. Ensuite, c'est que moi j'ai une audience, du coup, je parle d'éducation, de grande école, de sujets comme ça, et très visé sur les étudiants de grande école, pas les étudiants de prépa. Donc c'est pas directement en fait ma cible, enfin ceux que je recrute, mais en fait je vise le grand cousin, le grand frère, les parents, et du coup je reste top of mind pour utiliser un anglicisme, mais en fait je crée de la récurrence et en fait j'ai envie qu'ils aient en tête et qu'ils me voient passer. Comme ça, le jour où on leur parle de prépa, d'orientation, etc., ils pensent à nous. Alors après, c'est un canal qui est... Enfin, tous nos canaux, en fait, sont assez difficilement arbitrables parce que nous, on a une très forte saisonnalité du recrutement, évidemment. On recrute beaucoup plus sur fin mai, juin, juillet, fin d'année, que ce soit au niveau des terminales, y compris des carrés cubes. Donc, si j'en crois les premiers retours qu'on a des candidatures actuelles, ça a un impact vraiment non négligeable. Donc en fait, moi je vais faire, il va y avoir, là il y a, je sais pas, 8-9 000 abonnés, enfin, personnes qui se sont abonnées, qui ont considéré que mon contenu était intéressant. Bah tant mieux, j'ai envie de dire, c'est toujours gratifiant dans l'absolu. Mais là aujourd'hui, la raison numéro un est l'impact très tangible et les inscriptions qui pour le coup, elles, sont qualitatives et qualifiées de fait de ce bouche à oreille et de cette visibilité. En fait, j'ai décidé de faire une infolettre où je publie 2 fois par mois. En gros, je fais ça de la manière suivante, je publie une réflexion, où là de fait je peux aller beaucoup plus loin qu'un format LinkedIn, où je ne suis pas restreint par le nombre de caractères, par la structure, et je prends un thème et je le creuse. Donc là, j'ai publié hier quelque chose autour de Go Fast and Break Things, qui était la devise de Facebook, et qu'ils ont complètement changé. Et du coup, justement, je m'intéresse au changement de je suis petit, je suis pirate, et je suis gros, je m'institutionnalise et je ne défends plus ces valeurs-là. Et en fait, nous, on a un peu ce changement. Alors, on n'est pas du tout Facebook, c'est ce que je leur dis. Genre, on ne va pas se comparer à Facebook comme toutes les startups. Facebook de l'éducation. Non, non, pas du tout. Mais en revanche, on a ce besoin de devenir institution, alors que pendant les 2 premières années, on était challenger, petit, et personne ne nous attendait. Et là, comme en fait les résultats qu'on a eus l'année dernière et ceux qu'on est en train d'avoir cette année font qu'on on devient une des premières prépas de France, ça porte à la réflexion sur ok, comment est-ce qu'on accepte et on adapte ce nouveau statut qu'on est en train d'acquérir en termes de légitimité. Donc bref, donc je fais aussi une infolette qui m'amuse pas mal. C'est pas mal en fait au long de l'aventure, tu vois, sur les 2 ans, d'écrire. Alors pour soi en premier lieu, c'est-à-dire tu peux écrire dans ton carnet, dans tes notes, ce que tu penses, les apprentissages, mais de fait de se positionner en tant que créateur de contenu, non, mais disons communiquer aux autres permet aussi d'avoir une position et une réflexion qui, moi, m'a beaucoup aidé. Donc voilà. Mais effectivement, la marque personnelle et le personal branding, etc., sont, à mon sens, c'est une banalité aujourd'hui, je pense, de dire ça, mais des incontournables au niveau de l'entrepreneuriat et de la visibilité qu'on peut donner à un projet. Personne ne s'intéresse aux boîtes, on s'intéresse qu'aux projets humains et aux histoires. Et donc, après, on choisit l'histoire qu'on veut raconter. Moi, l'histoire que je raconte sur LinkedIn, elle n'est pas passionnante. C'est pas l'entièreté de ma personnalité. Je suis assez persuadé qu'il y a des gens qui pensent me connaître sur LinkedIn et c'est vraiment c'est 1 heure le lundi matin de ma vie. Mais Faut le faire. ça, faut le faire et pour l'instant, les retours que j'en ai sont très positifs. Et justement, dans ton histoire entrepreneuriale, quels ont été les moments les plus durs? Une aventure qui se construit année après année. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est lancé. C'était très dur à ce moment-là, le lancement. Alors sur plein de points, hein, aussi bien en termes de quantité de travail, de défis, de structuration, mais aussi de retombées. C'est-à-dire qu'en fait, on lance quelque chose et les retours sont parfois hyper violents. Je suis moins confronté cette année, mais en fait, au départ, je me faisais jeter par des terminales, à base de... ça m'envoyait des messages en me disant trop nul ton truc, enfin des trucs hard. Et en fait, quand tu es en train de vendre quelque chose dans lequel tu mets toute ton âme et qu'on te renvoie le truc en mode
t'es un scam, c'est assez violent. Mais bon, ça va, on fait avec. Donc dans cette période-là de lancement hyper intense et tu veux organiser une journée porte ouverte, tu fais ta com, tu fais mal ta com parce qu'en fait tu es en train de faire 12 000 autres choses en même temps et que tu arrives et qu'à ta journée porte ouverte, tu as 4 pélos. Putain, tu rentres chez toi et tu dis mais qu'est-ce que je fous quoi. Donc ça a été des moments pas évidents. Et en fait après évidemment comme c'est des cycles itératifs qui sont hyper longs, c'est-à-dire qu'en fait là je suis même pas au bout de mon deuxième cycle itératif. On n'a pas terminé l'année, là on est entre les admissibilités et les admissions. On prépare énormément les étudiants actuellement à passer les oraux. Il y a d'ailleurs un étudiant qui nous a rejoint il y a 2 ans et qui là les oraux d'HEC commencent aujourd'hui. Donc on a échangé ce matin avant que j'arrive. Il est sur le campus pour passer ses oraux d'HEC, donc ça fait petite émotion pour que la boucle soit bouclée là-dessus. Parce qu'il il nous a rejoint donc, dès le départ après le bac. Et là, aujourd'hui, à l'heure où on parle, il est en train de passer ses premiers oraux à HEC. Et donc, en fait, les boucles d'itération sont longues. À l'inverse de quelque chose où tu peux faire en ligne start-up, genre je vais tester mon produit, j'y vais, j'itère, etc. Là, en fait, nous, on est obligé de fonctionner. On est déjà une institution. On doit inspirer confiance. C'est pas du lean start-up. Et il y a le début, c'est facile, c'est ce que tu as à faire, la fin aussi. Mais dans toute la période du milieu, bah, tu dois à la fois faire tourner la boutique et en même temps réfléchir stratégiquement, quelles orientations tu prends. Et donc parfois, moi comme je suis assez volontaire, j'ai plein d'idées, plein de projets, ça a été dur de canaliser la force vive sur un seul projet et accepter que ça prend du temps. Donc en fait, certes, on a fait les choses plutôt vite, mais tout ça prend du temps et parfois c'est dur de l'accepter. Et ta meilleure anecdote maintenant? Je pense que les meilleurs moments de Wade et ce pourquoi je suis trop heureux dans cette aventure, c'est les moments collectifs. C'est-à-dire que ça va être des trucs tout cons, hein, mais la soirée de retour des intégrés, donc les étudiants qu'on a eu l'année dernière, qui ont eu leur école et qui sont revenus et on a fait une petite soirée avec eux. Ça va être après un concours blanc, j'organise généralement des espèces d'olympiades pour les élèves et en fait c'est des petits moments comme ça où on a célébré ensemble les profs, les élèves, enfin en fait la soixantaine de personnes que rassemble ce projet et on a souvent tendance, surtout un peu renforcé par les idées de personal branding, etc., de considérer que l'entrepreneuriat est une quête personnelle, mais en fait pas du tout. Genre les meilleurs moments, c'est ceux qu'on partage. Donc ouais, je dirais les célébrations et les moments collectifs, c'est très souvent et exclusivement les meilleurs moments de l'aventure. Maintenant, passer à la deuxième partie, c'est la boîte à outils des étudiants entrepreneurs. Ouais. Donc ma première question, c'est, tu nous as dit que tu utilisais des outils, par exemple l'automatisation. Quels outils et ressources tu as trouvé le plus utile pour développer Wade? Est-ce que tu as des livres ou des cours ou des logiciels que tu recommandes? Carrément. Alors nous, la stack technique qu'on utilise est assez faible en fait parce qu'on n'a pas de produit tech, on n'est pas en train de parler de code, etc. Donc moi je suis un fervent défenseur des outils tech de base. Genre Notion, j'adore. Tally, Slack, enfin tous ces merveilleux outils qui sont assez facilement, qu'on peut assez facilement prendre en main. En fait au départ, quand j'ai commencé Wade, j'ai tuilé ça avec un stage en VC, en Venture Capital, donc c'est Axeléo que j'embrasse, qui était un stage excellent, l'équipe est incroyable, qui est un stage, moi je travaillais dans le fond B2B Tech, donc que des outils B2B, et donc en fait j'avais ce biais de toujours chercher le meilleur outil. Et en fait, pendant les 10 premiers mois, j'avais mon Notion avec tous mes outils où je comparais, etc. Donc en fait, ce qui est utile d'avoir, parce que parfois moi, j'y reviens et j'ai noté des choses et ça m'est utile parce qu'en fait là j'ai besoin de l'outil et je l'avais noté au passage. Mais ceci étant dit, c'est un peu la courbe, tu sais, d'apprentissage de Dunning-Kruger, où en fait il y a eu un moment où j'ai voulu complexifier l'ensemble de ma stack technique et après je suis revenu à quelque chose de très simple par la suite.
Et en fait, plus que l'outil, parfois je passais plus de temps à réfléchir à quel outil j'allais utiliser plutôt que de me dire, vas-y, en fait, l'outil c'est un téléphone et il faut appeler, ou c'est aller dans la rue avec un formulaire en papier. Enfin, passer plus de temps à réfléchir à l'outil que au contenu. Donc ça, c'est un premier conseil. Après, au niveau des cours, des livres, des contenus, cours, j'ai rien. Enfin, j'ai eu quelques cours cette année. Donc, je fais un master à Polytechnique qui était assez riche, mais pas forcément directement, pragmatiquement, entrepreneurialement parlant. Moi, je fais un master d'innovation, je fais un master de recherche en fait. Euh, il se trouve que cette recherche, je l'ai fait en alternance, et du coup, je me suis auto-alterné cette année. Et donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un master dans lequel tous les étudiants sont censés être dans des boîtes pour faire de la recherche interne dans la boîte et prendre du recul. Et du coup, moi, ça m'a permis de faire de la recherche, entre guillemets, sur ma propre boîte, de poser un sujet de mémoire, etc. Donc moi, j'ai un sujet de mémoire je suis en train de rédiger mon mémoire. Il faut que je rende bientôt mon mémoire, qui est sur typiquement la légitimité de lancer une école. Parce qu'on a créé la prépa il y a 2 ans, et là, on lance une école pour les sportifs et artistes, ce qu'on n'a pas beaucoup évoqué. Mais typiquement, l'occasion Enfin, je trouve que du coup, retourner en cours ou avoir l'appréhension des cours en ayant son projet à côté, parce qu'il s'agit de ça, en étant étudiant entrepreneur, est hyper riche parce qu'en fait, ça te permet de beaucoup bien mieux comprendre le cours, comprendre de quoi on parle en fait, et d'avoir un biais de lecture qui est énorme, hyper incarné. Et à l'inverse, de retourner dans ta boîte en disant ah ouais, il y a ça, tiens, si je prenais ça en compte, ou telle matrice de pensée, etc. Ça, c'est assez intéressant. Le contenu, moi, que j'ai vu aujourd'hui, entrepreneurial et anglophone, et il y a quelques Français qui reprennent ça et qui le traduisent pour... J'ai beaucoup amélioré mon niveau d'anglais qui était très mauvais comme ça, en se disant que je cherchais le contenu à la source primaire, du Alex Hormozy, du Paul Graham, des gars comme ça, qui sont... En fait, c'est plus des philosophes que des business... Enfin, infopreneur business, comme il y en a beaucoup. Quand on dit YouTube, il y a aussi beaucoup et LinkedIn d'ailleurs aussi, mais beaucoup de contenu entrepreneurial, un peu fake, dans lequel il est assez facile de tomber parce que on a l'impression de stimuler sa curiosité entrepreneuriale en cliquant sur la vidéo. Je dis un truc cliché, mais tu vois, de 0 à 100 000 euros par mois, etc. Et en fait, c'est jamais très riche. Et ce qui est beaucoup plus riche, c'est de prendre quelque chose d'autre. Genre, j'en sais rien, lire. Là, en ce moment, je suis en train de lire un livre de Mike Horn. Alors, c'est pas de la littérature, de la grande littérature, mais voilà, c'est donc Mike Horn, l'aventurier. Et ce que je préfère faire, c'est aller chercher un truc ailleurs, donc là, Mike Horn, et faire un peu du pattern matching sur moi, ce que je vis, etc. Plutôt que de dire, je vais lire, alors ce que j'ai lu aussi par ailleurs, mais tu vois, pas forcément aller chercher la bio de Steve Jobs ou de Elon Musk. Genre, parfois, en fait, lire un bouquin sur la guerre, sur Mike Horn, de philosophie, aide beaucoup plus à prendre de la hauteur. Un livre sur un autre sujet qui plus est, a passé le filtre des années, mais tu vas lire Le Comte de Monte Cristo. En fait, tu vas apprendre plein de choses que tu peux réappliquer même en termes de structure narrative, en termes de plein de choses, alors que le contenu un peu clickbait, bullshit, entrepreneurial, t'apprends souvent pas grand-chose en termes de vrai apprentissage sur toi, sur ce que tu fais, sur tout ça. Donc, je trouve que le meilleur contenu entrepreneurial, c'est souvent pas du contenu entrepreneurial. Est-ce que tu peux nous faire une masterclass sur la création d'une école? Créer une école, en tout cas dans le secteur dans lequel j'évolue, à savoir les grandes écoles, avec un biais d'excellence, c'est hyper dur, puisqu'en fait, le secteur de l'éducation est quasiment antinomique à la création et à la nouveauté, puisqu'en fait, celui qui est là depuis plus longtemps gagne, car il a le plus de légitimité, le plus d'historique, le plus d'alumni, le plus de reconnaissance par les pairs, par les, le monde. Aujourd'hui, créer une école est un enjeu énorme. Donc en fait, le point numéro 1 de la masterclass, c'est qu'il faut se lever tôt, parce qu'il y a des barrières à l'entrée malades mentales qui existent. Essayez de trouver votre élément différenciant. Alex Hormozy, dont on parlait juste avant, parle de l'ours sur le tricycle.
C'est-à-dire, il dit, vous allez dans un cirque, vous avez déjà vu un ours, ok, donc vous voyez un ours. Vous avez déjà vu quelqu'un sur pardon, pas un tricycle, un monocycle, ouais, vous voyez quelqu'un sur un monocycle, ok. Mais maintenant, si vous mettez un ours sur un monocycle, là, vous avez vraiment du spectacle. Et donc, essayez de trouver votre ours et votre monocycle ensemble et faites en sorte de créer quelque chose qui n'existe pas encore, c'est-à-dire pas en termes de contenu, encore une fois, mais en termes de positionnement et de ce que vous véhiculez, etc. Donc ça peut être créer du contenu en étant directeur de prépa, c'est mon cas. Ça peut être autre chose. Et c'est pas que ça, notre ours et notre monocycle. Mais il y a plein de choses à faire dans l'éducation. C'est pharaonique et c'est un des secteurs qui va le plus bouger, je pense, dans le siècle à venir. Repenser la formation à l'heure de l'IA, à l'heure de la désinformation, à l'heure de tout, la charge cognitive qu'on a via de TikTok à ChatGPT, va falloir repenser plein de choses. Euh, donc allez-y surtout. Allez-y et levez-vous tôt. Super. Et tu m'as dit donc ta stratégie un peu de com et marketing pour trouver tes premiers étudiants, c'était aller tracter dans la rue et tout ça. As-tu des conseils pour les étudiants qui veulent justement trouver leurs premiers utilisateurs, leurs premiers clients? Bah, en fait, moi je vois, j'ai plein de potes qui réfléchissent à créer une boîte, etc. En vrai, allez trouver vos premiers clients direct. Allez vendre direct. Parce que on peut réfléchir pendant des mois au business plan, au MVP, etc. Il faut aller directement vendre, c'est ça ce qui est le plus dur. Et genre, pour le coup, dans toute la scolarité, moi j'ai fait une école de commerce, on nous apprend quasiment jamais à vendre, à part se vendre à la limite, ce qui n'est pas évident déjà. Mais il faut aller vendre direct. Donc ça, la méthode que vous voulez, mais la plus simple, pas à réfléchir aux outils, il faut y aller, et il faut plus vite vendre. Après, oui, passer par une newsletter, du personal branding, un podcast, des TikTok, etc. Ça peut être des bonnes manières, mais tester des canaux, genre itérer vite, mais faites en sorte de vendre et faut pas que la manière dont vous le faites soit des excuses pour dire ah oui, mais en fait j'attends un mois parce que je fais un TikTok par mois pendant un mois, etc. Genre si t'as un produit que les gens veulent, tu vas vite trouver quelqu'un pour l'acheter. Donc c'est déjà un premier signal pour démarrer. Ok. Si tu devais créer une formation Wade entrepreneuriat, Mm. quelles compétences t'attendrais ou tu ferais développer aux étudiants pour créer un projet entrepreneurial de qualité à côté des études? Je pense que ce serait absolument pas quelque chose de terrain et de pratique. C'est-à-dire que je ferai pas, parce que je suis pas qualifié, c'est là où j'ai le moins de plus-value. Quelque chose de technique, de comment déposer ses statuts, comment faire son MVP, etc. Tout d'abord parce qu'il existe déjà plein de choses hyper bien là-dessus. Je pense qu'il y a peu aujourd'hui de formation et de structure et de cadre pour se poser les bonnes questions au niveau du choix de vie, au niveau de, en fait, bah ouais, je suis étudiant, j'entreprends, mais en fait, dans 8 mois, il faut que j'ai un CDI. Toutes ces questions-là, de quel est le sens de ce que je veux donner, quelles sont les étapes de la quête entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, je vais vouloir avoir tel chiffre, c'est-à-dire moi, je vais vouloir avoir tant d'étudiants, tant de résultats. Ensuite, il y en a qui vont d'abord chercher une quête de chiffre d'affaires. Et ensuite, tu passes du niveau 1 de quête au niveau 2 de quête, à savoir ok, quel est le sens, pourquoi je le fais, comment je le fais, qu'est-ce que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et ça, je trouve qu'on est peu accompagné là-dedans, enfin, au sens où il y a peu de formation contenu. Donc, j'axerais beaucoup sur la réflexion de qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je le fais. Ce qui sont, à mon avis, des choses où une fois que tu les as trouvées, ça te donne la force vive d'aller suivre toutes les autres formations et d'apprendre comment est-ce que tu gères Airtable, Notion, que tu paramètres tout ça. Enfin, je te dis ça pour les outils, mais pour tout le reste, management, recrutement, etc. Tout ça, c'est essentiel et hyper important. Mais en fait, en premier lieu, une fois que tu as ton pourquoi, comme c'est appelé de manière un peu galvaudée, mais surtout le qui suis-je, où vais-je, ma boîte c'est pas moi, etc. Tout ça, on en parle peu, je trouve. Apprendre à avoir une vision, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais c'est même, enfin, plus humble que la vision. Enfin, la vision, on a l'impression que
il y a une glorification de la figure de l'entrepreneur à la Zuckerberg, à la Elon Musk, où les mecs c'est des visionnaires, genre Silicon Valley, etc. C'est même pas une vision, c'est juste une réflexion, enfin c'est plus une vision sur soi-même qu'une vision éclairée en tant que leader de je sais pas quoi. Non, ça commence par juste une vision sur soi-même et sur sa propre vie, quoi. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est que ça te permet d'avoir cette quête externe qui s'auto-réfléchit sur toi et qu'en fait personne le met assez en avant, que c'est ça l'intérêt d'être entrepreneur, c'est pas d'être son propre patron, je sais pas quoi, de prendre les vacances que tu veux. Non, déjà tu prends juste pas de vacances. C'est surtout de pouvoir grandir par un projet. Donc ouais, je trouve qu'il manque ça dans la formation des jeunes entrepreneurs. Mm. Et qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer et que tu voudrais dire aux étudiants qui se sont lancés ou qui veulent se lancer? J'aurais aimé pas savoir c'est à quel point ça allait être dur, parce qu'en fait si je l'avais su, je l'aurais jamais fait. Mais j'aurais aimé savoir. En fait, tu vois, il y a plein de choses que je savais pas, plein de choses que j'ai apprises sur le recrutement, sur moi-même, sur l'organisation, etc. Mais en fait, en même temps, bah, je suis hyper content de les avoir appris sur le tas. Ce que je suis content de ne pas avoir su, c'est que j'étais pas prêt. C'est-à-dire qu'on n'est jamais prêt, en fait. Et moi, je vois trop de gens brillants, hyper motivés, qui s'épuisent et qui épuisent toute leur énergie et leur appétence entrepreneuriale à réfléchir à des projets, à se lancer à moitié, etc. Et je trouve ça trop dommage parce que en fait, on a une tendance à glorifier l'idée absolue, le bon marché, le bon truc, alors qu'en fait, 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Donc, faut savoir qu'on n'est pas prêt, quoi. Je m'appelle Simon Chaussand, j'ai 25 ans, je suis le créateur de Wade, qui est un groupe d'éducation qui est à la fois une classe préparatoire et un bachelor pour les sportifs et artistes de haut niveau. Je me suis lancé dans cette aventure quand j'avais 22 ans, j'étais encore étudiant, et c'est absolument ce que je vous recommande de faire. Alors non pas de créer une boîte pour concurrencer ce qu'on est en train de faire, mais de profiter de cette période où vous avez du temps pour lancer des projets. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'argent et du temps. Dans quelques années, vous aurez de l'argent et pas de temps. Et ce temps que vous avez à profusion, bah, essayez de le mettre à profit dans une passion ou un hobby qui est l'entrepreneuriat, qui est celui où sûrement vous apprendrez le plus sur certaines choses et sur vous-même en premier lieu. Bon courage pour vos projets. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à m'envoyer un message. Je suis disponible normalement sur LinkedIn.